Alors, mal aimer, c'est certain que les géographes n'ont pas fait assez d'efforts pour faire aimer leur discipline, qui est pourtant indispensable, pas seulement pour connaître notre pays et sa diversité et ses beautés, mais aussi pour connaître la planète entière. Nous vivons une période plutôt d'inquiétude vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du changement climatique, de la biodiversité, etc. Et la géographie aide à trouver des sources d'espérance, c'est-à-dire des raisons de se prendre en main, parce que quand on connaît bien son environnement, on le gère mieux. Et c'est souvent l'ignorance qui fait que nous commettons des bêtises. Je ne prends qu'un seul exemple. Si on construit dans une zone inondable parce que depuis très longtemps il n'y a pas eu d'inondation et qu'il y a une demande forte pour des permis de construire, ben on se prépare à des lendemains qui déchantent, c'est-à-dire à une inondation qui peut être meurtrière. On a plein d'exemples partout dans le monde. Donc bien connaître la géographie, ça aide à mieux comprendre son environnement proche et plus lointain. Nous disons, nous géographes, ça aide à mieux comprendre l'autre et l'ailleurs. C'est-à-dire aussi les sociétés différentes de la nôtre. Faire de la géographie, ça aide à comprendre justement ces différences. Et à partir du moment où on les comprend, on les accepte beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile de faire la paix. L'ignorance fait peur, entraîne des terreurs parfois totalement incongrues et déraisonnables, et entraîne souvent des catastrophes, y compris des guerres. Alors, la France a la réputation d'être d'une immense variété en matière paysagère. Je pense qu'il ne faut pas exagérer cette particularité parce que la planète entière est diverse et de paysages extrêmement variés. Et mieux on connaît son pays ou sa région, plus on en distingue la diversité. Très souvent, lorsqu'on va dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, on a l'impression qu'il est homogène et qu'il est un peu ennuyeux, ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai vécu au Sahara. Pour les nomades, les paysages dunaires, les paysages désertiques sont incroyablement variés. Ils disposent d'un vocabulaire extraordinaire. Je pense que c'est la même chose pour les Inuits au Groenland ou dans les zones arctiques. Donc, ce que nous dit cette diversité, en tout cas qui est très réelle, des paysages français, c'est que l'humanité ne supporte pas l'uniformité. De l'uniformité naît l'ennui, donc la diversité, c'est le signe de cette créativité incroyable de l'humanité. Et la France en est un bon exemple, avec des paysages qui sont variés à la fois pour des raisons naturelles, des montagnes, des plaines, des zones humides, des zones sèches, des zones chaudes, des zones froides, etc., mais aussi du fait des interprétations humaines de l'environnement, des campagnes bocagères, des campagnes d'open field, des villes, des petites villes, des grandes villes, des héritages historiques préservés et parfois devenus patrimoniaux, aussi des créations contemporaines tout à fait intéressantes, d'autres qui le sont moins. Donc cette diversité fait partie de la richesse de notre pays. Il faut l'entretenir, je pense, cette diversité. Il faut lui donner un vrai sens et il faut essayer d'éradiquer tout ce qui est moche. Je pense qu'un beau paysage, c'est un paysage dans lequel on se sent bien, dans lequel on a envie de vivre, et ce n'est pas le cas de tous les paysages français. Il y a des paysages que l'on a envie de fuir. Et donc c'est ça l'effort des générations à venir, c'est de faire que tous nos paysages soient des paysages aussi harmonieux que possible et dans lesquels on a envie de vivre ou de se promener ou de visiter lorsqu'on fait du tourisme. Alors, effectivement, dans beaucoup de pays du monde, on s'intéresse à ce qu'on a dans son assiette et dans son verre. En France, particulièrement, je dirais que ça fait partie des pays dans lesquels je mettrais la Chine, l'Italie, le Mexique, l'Inde aussi. Enfin, il y a un certain nombre de pays où on s'intéresse à cela. En France, ça s'est particulièrement développé et en plus nous avons œuvré pour que nous ayons cette réputation à l'échelle mondiale d'avoir une cuisine extraordinaire et des vins magnifiques. Ça tient à plusieurs facteurs qui sont d'une part notre tradition catholique
chrétienne, catholique, qui veut que la bonne chair, même que la gourmandise ne soit pas un véritable péché. Donc le plaisir de bien manger est tout à fait accepté dans la tradition religieuse française. Deuxièmement, c'est le rôle de l'État, et à partir de la Renaissance et surtout du règne de Louis XIV, l'État veut imposer un modèle français, alors par l'architecture, par la musique, par la peinture, etc., mais aussi par la gastronomie. Louis XIV a voulu réellement créer un modèle gastronomique français, et par ailleurs, donc en matière de vin, le fait qu'il y ait eu en France un climat permettant de cultiver la vigne et de faire du vin, même pendant les périodes très froides de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, fait qu'on a pu exporter du vin vers l'Europe du Nord, vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, vers les Flandres, etc., régions qui ne pouvaient plus produire de vin à ce moment-là, et qu'on a fait des efforts pour faire du très bon vin. Donc la France a joué incontestablement un rôle, avec en plus quelque chose de très particulier, qui est l'idée de faire un vin qui ressemble à l'endroit d'où il vient, un vin de terroir. Et c'est la France qui a inventé, en 1936, la loi sur les appellations d'origine contrôlée, qui permet d'être sûr que ce qu'il y a dans la bouteille ressemble, est conforme à ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc le vin de terroir, c'est vraiment une spécificité française qui est maintenant imitée dans le monde entier.